It's recording. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. Alors, on est dans le programme du Book Club le matin que nous avons l'habitude d'organiser en marge du ciel. C'est la 3e année consécutive qu'on vient ici même dans ce bel espace du Sofitel pour pouvoir présenter des auteurs, des autrices marocaines qui viennent partager avec nous leurs nouvelles et leurs dernières parutions. Donc aujourd'hui, on a 2 rencontres et on va commencer avec une rencontre très intéressante. Sincèrement, quand j'ai vu la couve du livre de mon ami Amin Jamei, qui a édité pas mal de livres, qui a écrit pas mal de livres, et là c'est un nouveau livre qui vient de nous lancer. Quand je vois la couve et je vois la 4e de couve, je me demande si on n'est pas devant le Dan Brown marocain. Bon, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le livre, mais on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure avec Amin et avec Pascal Orange, qui est spécialiste en marketing digital et en communication, qui a accepté notre invitation, que je remercie aussi, pour modérer cette rencontre. Donc voilà, avant de céder la parole, je tiens toujours à remercier donc, nos partenaires, le Sofitel Jardin de Rose, la librairie Porte d'Enfa, et je vous souhaite une agréable rencontre culturelle. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un roman que, bon, moi je l'ai lu, hein, bien sûr, hein, un roman qui secoue, un roman qui dérange, mais qui, si vous avez l'occasion de le lire, vous allez voir qu'il finit par soigner un petit peu aussi. L'exorcisme de la République d'Amin Jamei. Amin nous propose un récit assez singulier, entre roman d'amour, thriller, surnaturel et une réflexion politique derrière tout ça. On y suit Adam, un homme qui est brisé par la vie et qui finalement, de façon assez banalement, va tomber amoureux au début dans les premières pages. Mais ce qui commence comme une histoire sensible bascule très vite dans un univers très inquiétant, où on se mêle possession, forces occultes et révélations métaphysiques. L'exorcisme de la République, c'est une espèce de combat intérieur mené par un personnage qui est finalement très, très mystérieux. Il est exorciste, alors pas un exorciste au sens hollywoodien du terme. Il chasse un espèce d'autre mal, il chasse le mal qui plonge notre monde dans la haine à travers ceux qui, tous les jours, sur vos réseaux sociaux, fabriquent des espèces des peurs collectives. Et puis, alors comme j'ai eu la chance de le lire à Van Oust, un roman que moi je trouve audacieux, et il ne m'a pas payé pour dire ça, et qui, vous allez le voir, dérange beaucoup aussi. Aujourd'hui, Amin est avec nous. On va revenir ensemble sur ce texte fort et puis sur la manière dont il a été construit, mais aussi sur le parcours d'Amin en tant qu'auteur, les premiers romans, les influences et le rapport à l'écriture. Première question simple, Amin, mais que je trouve essentielle. Pourquoi ce roman et surtout pourquoi maintenant ? Merci Pascal. Déjà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie d'être venus. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi maintenant ? J'ai 2 réponses. Déjà, parce qu'on est dans un monde qui bascule vers un nouveau monde. Et aussi, surtout pour tordre le cou à certaines idées socles dont je pourrais parler juste après. Alors, le monde qui change, effectivement, moi j'ai commencé mes romans il y a 7-8 ans. Mais dans ces romans-là, on avait un général marocain qui était un héros, qui est un peu un polar type, comme dans le James Bond, ou dans un monde tout à fait normal qu'on a connu, avec un nord et un sud, des pays sous-développés, des pays qui étaient industrialisés, un bloc de gauche, un bloc de droite, des tractations, des relations internationales qui étaient peut-être complexes, mais qui finalement, qu'on arrivait à décortiquer. Puis on arrivait dans un monde sur lequel la plupart des commentateurs, des personnes qui
qui travaillent dans le monde de la politique peuvent difficilement qualifier. On est arrivé dans un monde où moi, personnellement, en tant que père, je serais incapable d'expliquer à mes enfants quel est le bien, quel est le mal dans ce nouveau monde. Où se situe cette vision manichéenne qu'on avait tout petit, qui était simple. Aujourd'hui, on ne peut même plus la définir. Suivant les blocs, suivant les événements, ce qui est qualifié de mal peut s'appliquer à un peuple et ne pas s'appliquer à un autre. Déjà, je vais expliquer ça à un enfant, c'est extrêmement difficile. Ensuite, on a aussi ce changement économique mondial où on se retrouve avec les anciennes alliances économiques qui se défont complètement parce que même dans un monde occidental qui était, lui, extrêmement connecté, plus personne ne sait à quel sein se vouer aujourd'hui. Entre les blocs, les alliances d'avant changent, on a un clivage et on a une montée, une polarisation qui est en train de se mettre en place dans toute la planète, où les gens se referment, les peuples se referment entre eux. Chacun essaye de privilégier son propre peuple pour pouvoir vivre au détriment des autres. Et on se retrouve dans un magma que j'ai voulu un peu mettre en avant dans ce livre. Ensuite, pour la deuxième la raison, qui était tordre le cou aux idées socles, comment qualifier ça? C'est un peu plus complexe. J'ai l'intime conviction, quand on regarde les médias de par le monde aujourd'hui, qu'on essaye, enfin, que l'arabo-musulman devient un peu le capitaine Crochet des contes. On se retrouve avec une stigmatisation qui se fait et qui s'amplifie et qui à un moment, on ne sait pas où c'est qu'elle s'arrête. On zoome sur des épiphénomènes, sur des faits de société dans la presse et dans l'audiovisuel en Occident, sur des choses qui arrivent, qui sont menées par des arabo-musulmans. Et on minimise des catastrophes énormes qui leur arrivent, et tout ça dans un prisme qu'on n'arrive plus à comprendre. Donc c'est vraiment cette incompréhension. Et aussi pour pouvoir marquer le fait que, quand je parlais d'idées socles, moi je pars du principe que quand on est tout petit, on nous dit, on nous martèle dans la tête, voilà, ça c'est la vérité. On a été éduqué avec tel et tel idée, et il ne faut jamais la remettre en question. Je me suis efforcé toute ma vie, à un moment, de remettre en cause tout ce que je regardais, tout ce qu'on me disait. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans les polars de fiction, et aussi que je me suis lancé dans les théories du complot, parce qu'à un moment, on peut me traiter de complotiste. Moi, j'appelle ça juste de la remise en équation des choses qui arrivent devant moi. Je me permets de créer un doute envers tout ce que je peux voir et ce qu'on me faire avaler. Et je veux faire aussi faire en sorte que les lecteurs se posent des questions. Si j'arrive aussi à faire en sorte que le lecteur occidental se pose des questions sur le fait qu'effectivement nous ne sommes pas les capitaines Crochet de ce monde, ce sera déjà pas mal. Et si le livre peut véhiculer ça, c'est très bien. Alors, les idées socles, c'est tout un monde. Il y a 2 siècles, les idées socles qui existaient, on en rigole aujourd'hui. Parce que c'est des idées qui sont complètement fanfaronnes. Dans tous les domaines, même dans la physique. La physique était quelque chose de structuré. On nous disait que voilà, c'est simple, c'est des équations, on doit comprendre. Puis la physique quantique est arrivée. On s'est rendu compte que l'intrication quantique permettait des choses complètement folles. On rentrait dans des domaines qu'on ne connaissait pas et qui nous paraissent encore complètement folles aujourd'hui. Je veux dire, dans l'intrication de 2 particules, on peut prendre une particule et l'envoyer à 10 000 km d'ici, et la particule qui a été intriquée, on peut la manipuler ici. Celle qui est à 10 000 km subira le même sort, par on ne sait quelle magie. Et c'est juste exceptionnel, ça veut dire qu'on s'ouvre à de nouveaux mondes, et il est possible que dans 100 ans, on rigole gentiment sur nos idées socles d'aujourd'hui.
Donc la montée en puissance d'idées socles en Occident qui disent que les arabo-musulmans sont des personnes mauvaises, c'est une idée socle qui est en train de se mettre en place et qu'il faut combattre. Et les auteurs se doivent de véhiculer d'autres messages aux lecteurs européens. Alors, le titre, L'exorcisme de la République, c'est de la provocation ou du complotisme? En fait, moi je le prends comme un aide-mémoire au niveau des lecteurs, comme quoi, ok, aujourd'hui le bien et le mal, on ne sait pas où c'est qui se situe, à quel niveau on va placer le curseur, mais il va arriver un jour où la raison va revenir et notre vision manichéenne du monde va devoir se restabiliser avec la même conception du mal et du bien, où qu'on soit sur Terre. Donc pour moi, c'est un vrai aide-mémoire et un rappel à l'ordre à tout le monde, parce qu'on a beau se fourvoyer, tôt ou tard, les choses reviendront dans un ordre qui perdure depuis des siècles. Alors, ton roman mêle de l'amour, de la spiritualité, de la politique, du surnaturel. Est-ce qu'au départ, tu avais cette ambition-là? C'est-à-dire, quand tu as commencé à écrire, est-ce que finalement, la construction de ça, tu es parti sur cette construction-là? Alors, comme je disais au début, moi je suis dans des polars qui sont assez carrés, avec des événements qui sont géopolitiques généralement, et qui sont pleins de bon sens. La réalité d'aujourd'hui a dépassé la fiction. Et en tant qu'auteur, honnêtement, je t'ai dépassé. Donc il a fallu que je monte un cran au-dessus et entrer dans un monde mystique pour pouvoir avoir un coup d'avance, si je puis dire. Voilà pourquoi j'ai migré vers un peu plus de mysticisme. Alors, je vais spolier un petit peu quand même. Il y a un moment très fort dans le livre. C'est quand tu provoques, entre guillemets, dans le livre seulement, hein, 2 attentats, un au Vatican à Rome, l'autre à la Mecque. Pourquoi avoir voulu relier ces 2 lieux? Oui, en fait, paix à son âme au pape, mais moi, chez moi, il meurt à la page 100. Disons que, pourquoi avoir voulu... Alors, on vit des escarmouches tous les jours de tensions entre une sorte de guerre de religion qui ne dit pas son nom, qui est en train de se mettre en place petit à petit. Et je me suis dit de façon, et c'est mon rôle en tant qu'auteur d'essayer de pousser à son paroxysme les faits, je me suis dit finalement demain, si ça part en cacahuète au maximum, qu'est-ce qui se passe? 2 mondes religieux ou 3 mondes religieux, parce que on est sur je visualise pour moi la planète aujourd'hui avec une vieille Europe qui est en train de devenir complètement laïque, une résurgence de la chrétienté à travers l'évangélisme aux États-Unis qui devient très fort, un monde arabe qui se retranche à force de se faire taper dessus, qui se retranche dans la sacralité de ses livres et qui lève ses boucliers, qui devient un peu plus regardant. Puis de l'autre côté, un monde asiatique, bouddhiste, shintoïque, qui sont dans leur monde. Et dans ce monde-là, on a la sensation que les 3 religions issues d'Abraham sont en train de se disloquer. Et quelque part, mon message d'espoir, c'est de les remettre ensemble. C'est de pouvoir les recombiner et de le faire pour recréer ce bien universel, cette compréhension du bien universel. Parce qu'elle est en train de nous échapper. Quelle était ton autre question? Non, la question était pourquoi avoir voulu relier ces lieux, mais je pense que oui, alors pour relier ces lieux. Alors, dans un exercice de mener l'action à son paroxysme, je pose la question, qu'est-ce qui va se passer si ça arrive? Si demain, effectivement, des fanatiques des 2 côtés font exploser les lieux saints, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a 1 milliard de musulmans qui se lèvent et l'autre milliard de chrétiens qui se lèvent et on se tape tous dessus, gaiement? Qu'est-ce qui va se passer?
Donc allons jusqu'au bout de l'exercice. Si on continue comme ça et qu'on amplifie les choses, qu'est-ce qui se passe? Alors je sais, je suis un peu dans l'extrême. Mais je reviens encore sur les idées socles. Si on ne casse pas l'extrême tout de suite en grossissant les traits de façon grotesque, on ne fait pas poser de questions aux gens. Et le but, c'est de faire poser les questions aux gens qui me lisent et surtout aux lecteurs qui pourraient me lire de l'autre côté de la Méditerranée pour pouvoir se faire poser des questions. Vous savez, moi j'ai eu un avantage et un désavantage très jeune. Celui de pouvoir, comme un caméléon, me faire passer pour européen quand j'étais à l'école, par exemple. Et je me rappelle très bien de cette scène. J'avais 18 ans, j'avais été élu au bureau des élèves de mon école de commerce. Et ils avaient posé une affiche où c'était écrit Mohamed Amin Jamhi, vice-président du bureau des élèves. Et j'étais tout fier, j'étais devant cette affiche, je regardais. Et j'ai deux camarades qui viennent à côté de moi et qui regardent et qui disent Waouh, t'as vu, c'est un arabe qui a été élu. Je dis, ok, l'arabe c'est moi. Mais c'est juste pour pouvoir. En fait, quand les gens se relâchent et qu'ils extériorisent leurs angoisses comme nous, on pourrait le faire. Nous aussi, on a des angoisses en tant que peuple arabo-musulman. Quand on les extériorise, parce que certaines idées ne se disent pas, parce qu'on a honte de les dire, mais quand on est dans un petit comité restreint, elles se libèrent. On est aussi par moments raciste. On l'est beaucoup. On catalogue les peuples et les ethnies avec des étiquettes, on les range dans des tiroirs en se disant bah, cette ethnie, bah, elle est comme ça. Et on n'en démord pas, c'est une idée socle. On parle des Chinois, on se dit oui, c'est un peuple sale. Ça a été une idée socle qu'on nous a inculquée de façon complètement honteuse, sur lesquelles il faut combattre ce genre de choses. Parlons un peu de l'intrigue et des personnages. Il y a trois grands personnages dans ton roman. Donc le personnage principal, Adam, qui est, alors Adam, certainement l'homme originel justement des religions abrahamiques. Oui, parce que Adam dans le livre a des ancêtres des trois religions. Donc, et finalement, bon, il porte son nom, il est à l'origine de tout. Alors il évolue finalement entre un homme très ordinaire au départ, il devient un élu. Il est à la fois très discret et très intense. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Alors, Adam, dans le roman, est quelqu'un de très commun. C'est quelqu'un qui est limite vénal. Il est comme tout le monde. Il aime bien consommer, il aime bien vivre. Il n'est pas du tout dans la religion. Et je ne vais pas spoiler le livre, mais bon, il y a des événements qui font qu'il est quand même assez atypique parce qu'il a un don. Et d'ailleurs, c'est au dos de la couverture, donc je peux le dire. Il a le don de repousser les démons. Et c'est une organisation secrète qui le prend et qui l'injecte dans les rouages de la politique pour pouvoir faire en sorte d'assainir le monde. Adam, c'est un homme normal comme nous tous, quelqu'un qui observe les événements, qui comprend les événements, qui ne réagit pas aux événements comme nous tous, et qui un jour se fait rattraper par l'histoire, et l'histoire le plug dans de l'action. Mais s'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, il aurait été quelqu'un comme nous tous. Deuxième personnage important, une femme possédée. Est-ce qu'elle représente quelque chose de plus vaste? Est-ce qu'il y a du symbole derrière cette femme possédée? Alors, aucun symbole. J'ai un esprit très cartésien, extrêmement cartésien. Mais je vous avoue que dans ma vie, j'ai vu des choses bizarres. Alors, rencontrer Aïcha Kandisha, des choses comme ça, c'est des choses bizarres. Mais effectivement, on a tous rencontré des choses qui nous paraissent extrêmement bizarres dans notre vie, dont on ne parle pas, parce que tout le monde rigolerait tout de suite, et puis on nous cataloguerait, là encore pour le coup, tout de suite dans la catégorie fou. Mais il fallait, dans cette histoire, quelqu'un de possédé pour démontrer à Adam qu'il avait la capacité de pouvoir la déposséder. Enfin, non, pas de la déposséder, mais de la rendre saine.
Troisième personnage, troisième personnage très important, Tuaf, qui est un personnage très fort, mi-sage, mi-mentor, une inspiration de quelque part. Alors, Tsuaf, c'est le. Quand vous inversez les lettres, ça fait Faust. Et Faust, qui a vendu son anneau au diable, c'est Tsuaf. C'est un personnage qui, très jeune, a vendu son âme au diable et est devenu extrêmement riche dans le roman, extrêmement riche, milliardaire, et qui un jour a décidé de revenir dans le camp du bien, parce qu'il a compris que finalement, avoir tout ce qu'il voulait sur Terre n'allait pas lui servir à grand-chose, surtout qu'il avait avancé dans l'âge, et qui aujourd'hui met au service du bien tout son argent et son pouvoir pour pouvoir finalement chercher la rédemption. Tu convoques plein de textes religieux, des mythes, mais aussi des réalités géopolitiques. Finalement, quelle place tu donnes à la foi dans ce monde moderne, un peu plein de machines? Alors, la foi, comme je disais tout à l'heure, dans certains continents est en train de reculer. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, non. Parce que ça permettait au moins de poser des principes, là encore manichéens, qu'on peut opposer aux gens. On a une résurgence du laïcisme, enfin de la laïcité, très forte, qu'on observe partout. Hein. On regarde quand on allume Netflix, on nous décortique la réalité qui est en train de migrer. Je veux dire, tous les mouvements qu'on trouvait à l'époque à Chaumont s'opposent à nous en allumant la télé. La laïcité, c'est aussi qu'on se rend compte qu'on devient un bon arabo-musulman que quand on devient laïque. Et donc là, tout de suite, on est prisé par toute une série de presse en Europe et ailleurs, parce qu'on est devenu laïque, ça y est, on a ce sein blanc qui fait qu'on gagne en respectabilité. Est-ce que c'est normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Ton écriture alterne beaucoup entre intimité et tension. Enfin, la construction du roman est là-dessus. Comment est-ce que tu travailles ton style? Alors, ça c'est très simple. En fait, je ne le travaille pas. Je me nourris de l'actualité. À chaque fois que je lis un événement sur Terre ou en regardant les infos, ça impacte immédiatement ce que je vais écrire le lendemain. Donc si tout se passe bien, je suis extrêmement zen et je vais pouvoir aller sur une page ou un chapitre plein d'amour. Et si c'est la catastrophe, je mettrai toute ma haine dedans. L'univers du roman est très visuel, presque cinématographique. Est-ce que tu as pensé à une adaptation visuelle? Ouais, moi j'aurais adoré, mais bon, ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent aux scénaristes ni aux producteurs de films de mettre en avant des gens qui veulent réconcilier les trois religions. Ça se vend pas. Je pense pas que ça leur donne envie. Enfin, moi j'aimerais bien, mais bon. Mais est-ce que je le vois? Oui, bien sûr que je le vois. Comment est-ce que tu construis tes intrigues? Est-ce qu'on est dans du travail préparatoire ou de l'écriture plus intuitive? Alors, quand je te disais, c'est chapitre après chapitre. Je ne sais pas du tout dans quel sens ça va aller le lendemain. Ce que je sais, c'est que j'ai hâte de le découvrir à des moments perdus de la journée. Et encore en jouant les éponges avec l'actualité qui s'oppose à moi dans le courant de mon quotidien. Est-ce qu'on reverra Adam? Est-ce que tu prépares une suite à l'Exorcisme de la République? Oui. En fait, dans ce roman, Adam va intégrer l'Élysée. Il va être plus sur un prisme francophone, avec des interactions avec l'OTAN, avec les États-Unis. Mais Adam, on en a besoin partout. On a besoin d'un Adam russe, chinois, dans toutes les nationalités. On a besoin de ce genre de personnages qui viennent pour pouvoir rayonner
leur bienveillance et pour pouvoir faire en sorte que les dirigeants de notre monde puissent reprendre un peu de consistance. Enfin, je te rappelle qu'on est dans un monde complètement fou quand même, hein. On est quand même dans un monde qui produit pour 15 milliards de quoi manger pour 15 milliards de personnes. Et ça, c'est des chiffres qui sont réels. Donc on produit pour 15 milliards de personnes, on a 2 milliards qui peuvent manger à leur faim, le reste est jeté, et on a 6 milliards de personnes qui crèvent la dalle. À un moment, on se dit, avec le temps, avec la technologie, avec notre degré de connaissance, comment ça se fait qu'on n'est pas encore arrivé à réguler cela de par le monde? Comment ça se fait qu'avec toutes ces personnes très intelligentes qui sont à la tête des grandes puissances de ce monde, on ne soit pas retrouvé déjà à avoir réglé un problème de cette taille-là? Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, réellement. Tu as, avant l'exercice de la République, tu as publié d'autres romans. Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents dans ton œuvre? Est-ce qu'il y a des obsessions littéraires? Alors, la vision manichéenne dans les autres romans, elle est plus nationaliste. Parce que dans les autres romans, mon héros est un général qui sauve le Maroc, qui sauve son pays, qui est un personnage qui sauve le monde. On est plus dans... On n'est pas du tout dans un monde mystique. On a des interactions avec certaines religions, mais toujours dans des prismes d'espionnage international, et c'est complètement différent. Le message n'était pas le même. Ce message-là était porté pour les Marocains. En fait, les premiers personnages avaient été créés parce que j'avais visité une école à Casablanca, et dans cette école-là, on nous avait invités pour parler de nos métiers, comme on le fait souvent dans des écoles. Donc moi, j'étais venu pour présenter le mien, et j'avais demandé aux élèves qui vous voudriez être plus tard. Pas quoi, mais qui. Et on m'avait donné une ribambelle de noms connus, hein, sportifs, scientifiques, internationaux. Et chaque élève disait, moi j'aimerais être cette personne-là. Et après, je leur avais dit, non, mais attendez, dites-moi qui vous voudriez être, mais choisissez des personnages marocains de notre pays. Et là, j'ai eu droit à une explosion de rire dans la classe où tout le monde disait, mais ça va pas, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et de là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Dans tous les pays du monde, on construit des super-héros. Alors, les États-Unis sont les champions du monde, ils ont Marvel, eux, ils ont Captain America, ils ont ceci, ils ont Spider-Man, ils ont... Un gosse de 7-8 ans, il sait ce qu'il veut être. Il veut s'associer à un super-héros de son pays qui défend sa cause et sa vision du bien. Et moi, je me disais, nous, nos enfants, ils ont des super-héros qui sont pas là, qui vont les choisir ailleurs. Et c'est là où m'est arrivée l'idée de créer un super-héros marocain qui devait être droit dans ses bottes, honnête, sensible, qui va sauver la veuve et l'orphelin. Et toute la série des généraux marocains, les 4 premiers ouvrages ont été tirés de cette veine. Et là, je m'attaque à autre chose qui est un peu plus universel. Dernière question avant de vous donner la parole. Quel message aimerais-tu que tes lecteurs retiennent quand ils auront refermé et lu la dernière page de l'exercice de la République? Ça, c'est une vaste question, hein. Moi, si j'arrive justement à... Alors, si c'est un étranger qui me lit et qui avait des idées préconçues et qu'elles se soient, au final, qu'elles aient changé d'un iota, et puis qu'ils lisent que le fait que l'auteur est un arabe quelque part dans un pays qui s'appelle le Maroc, et que finalement c'est pas un méchant, que ça puisse lui faire changer son prisme, ça sera déjà ça de gagner. Des questions dans la salle? Ah non, il y a la demoiselle qui va vous tendre le micro. Merci pour cette belle présentation de votre ouvrage.
Moi, ma question est très simple, c'est par rapport au titre. L'exorciste de la République. Le terme exorciste, ça a une connotation religieuse de quelqu'un qui débarrasse une personne de ses démons. Et moi, je n'ai pas lu encore le bouquin, mais j'aimerais savoir pourquoi ce choix de ce titre. Parce qu'il donne à réfléchir et on ne comprend pas pourquoi avoir donné ce titre à votre roman. Parce que physiquement et réellement, il débarrasse les gens de leurs démons. L'exorciste. Oui. Eh bien, c'est Adam, qui est le héros de l'histoire, a ce don. Il repousse les démons qui habitent les gens, qui possèdent les gens, qui possèdent les politiques aussi. Il y a des grands démons qui possèdent les politiques et des petits qui nous possèdent nous. En fait, vous verrez. Ok, d'accord. Mais il faut le lire. Oui, d'accord, merci. D'autres questions? Bonjour, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le cheminement que vous nous racontez. Ma question, comment on arrive à faire un grand écart jusqu'au mysticisme pour pouvoir prendre de la hauteur justement sur les faits que vous racontez? Comment on accède à ce sujet qui n'est pas si évident, qui est délicat? Merci beaucoup. Je vous avoue que par moment, certains passages du livre peuvent faire peur. Parce que ils sont peut-être même dérangeants. Comment on peut faire? Pour moi, c'était un axe, c'était un levier énorme pour pouvoir faire passer des messages. Facilement, à moindre coût, sans aller préparer avec 300 pages en amont pour pouvoir arriver à une finalité. Ça permettait réellement de prendre des sentiers qui permettaient de raccourcir l'espace. Merci beaucoup. Autre question? Oui, bonjour. Félicitations pour votre livre. Merci. Qui me paraît, je n'ai pas encore lu, mais il paraît d'actualité, puisque vous êtes allé même jusqu'à anticiper la mort du pape. Bravo. Moi, c'est la question de l'opposition que vous faites, d'après ce que j'ai compris, entre laïcité et foi religieuse. Je pense que la foi reste quelque chose de personnel. La laïcité, pour moi, elle s'appliquerait beaucoup plus aux gouvernants, aux institutions publiques, etc. Donc je pense que quelqu'un qui a la foi peut vivre dans un milieu, dans une société qui peut être laïque, parce que ça reste quelque chose de personnel. Je voudrais un peu plus d'éclairage dans ce sens-là, et merci. Alors, c'est tout à fait le cas. Maintenant, il y avait deux idées. La première, c'est que Adam, le personnage, n'est pas du tout dans la religion. Et d'ailleurs, à un moment du livre, un cardinal lui dit « Mais moi, toute ma vie, j'ai prié le bon Dieu pour qu'il me donne le don que tu as. Et finalement, c'est quelqu'un comme toi qui est laïque qui le porte. » Et quelque part, et Adam lui répond, mais Dieu choisit les gens, et peut-être qu'il a voulu choisir quelqu'un de normal, finalement. On n'a pas besoin d'être versé complètement dans la religion pour porter le bien et le mal. Ensuite, dans les recherches que j'ai faites, parce que j'ai fait pas mal de recherches aussi quand même, on était dans un monde jusqu'au XVIIIe siècle où tous les patrons, tous les présidents, tous les rois de l'époque avaient avec eux un religieux qui ne les quittait pas d'un pas, systématiquement. Et ce religieux avait un rôle de mentor pour pouvoir le guider sur le bien et le mal, qui le conseillait dans ce sens. Si vous regardez l'histoire contemporaine, enfin l'histoire est remplie de ce genre de personnes. Certaines étaient mauvaises, extrêmement mauvaises, où les rois de l'époque s'étaient trompés. On a eu des exemples flagrants avec Torquemada, avec en Russie aussi. L'histoire s'égrène de gens qui ont suggéré qu'ils pouvaient aider les dirigeants à les conseiller pour aller vers le bien,
mais qui les ont fourvoyés en les emmenant vers le mal. Mais pour répondre à votre question, non, j'ai pas une. Le roman n'est pas là pour porter les évangiles ou le Coran ou la Torah. Il est là pour pouvoir juste replacer le bien et le mal sur une vision qu'on peut appeler un peu religieuse, mais qui finalement est une vision qu'on partage avec les enfants d'Abraham, qui est celle qu'on nous a appris de base, qui aujourd'hui c'est complètement perdu. Et je disais, si on doit mettre ça en place et défricher un peu ce qu'on a perdu pour pouvoir les ramener à la raison, peut-être que c'est un chemin essentiel. Ou pas. Mais il va falloir qu'on trouve un moyen pour remettre les gens dans un monde un peu plus sensé. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Questions, commentaires? Bonjour. Écoutez, je rebondis sur votre dernière phrase, c'est-à-dire qu'en fait, l'humanité, ce que vous dites dans votre livre, c'est surtout que l'humanité puisse s'exprimer. C'est bien. Nonobstant la religion. Donc, la communauté hébraïque est une communauté qui s'exprime au nom de l'humanité tout entière. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de la dernière déclaration de Keir Starmer, qui est le Premier ministre britannique et qui est en même temps membre du Parlement britannique. Eh bien, écoutez, je vous la ferai suivre, mais ce qu'il dit clairement, c'est que notre problème n'est pas avec le monde musulman ou les pays musulmans, notre problème est avec l'islam et son prophète. Ça, c'est une déclaration officielle. C'est que de plus en plus de personnes trouvent leur bien-être dans l'islam. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est-à-dire que quand ils cherchent, ils trouvent des réponses à leurs questions. Et je me demande si finalement nous ne sommes pas en train ou si l'Occident n'est pas en train de recréer les conditions des croisades, tout simplement. Alors, c'est un peu le point. Alors maintenant, je veux dire, j'ai personnellement des amis dans les 3 religions. Et Dieu merci, j'arrive et je sais choisir mes amis. Donc ils partagent tous les mêmes idées que moi. Et ils rêvent d'un monde de paix, bien heureusement. Aujourd'hui, oui, quand on allume n'importe quelle télévision du monde occidental, on est en train de chauffer et d'attiser la haine des 2 côtés. Dans le monde arabe, musulman, dans le monde judéo-chrétien, on attise la haine et il suffit d'un élément déclencheur qui peut arriver un jour ou l'autre pour que tout cela se mette en branle. Et c'est ça le risque. Qu'on ait une vision qu'on conserve que les dirigeants politiques servent à leurs élus des paroles extrêmement extrémistes pour avoir un électorat un peu plus important, c'est de l'ordre du quotidien dans beaucoup de pays aujourd'hui, partout. Ça peut arriver chez nous aussi. Mais il n'en est pas moins que j'ai l'intime conviction que le monde est fait de cycles. On a des cycles de paix, on a des cycles de guerre, et puis ça aussi de façon structurée suivant les époques. On est dans une époque où on est en train d'évoluer vers ce que vous appelez une guerre de religion, une guerre sainte qui est en train d'arriver. Moi, j'en suis persuadé. Peut-être qu'il va falloir passer par là pour retomber dans un cycle beaucoup plus serein. On va essayer, on va faire notre maximum pour que nos enfants n'aient pas à vivre ça, je l'espère, mais disons que c'est mal parti. On a tellement
on a tellement servi une image horrible des méchants arabo-musulmans et on nous a tellement donné la sensation de l'injustice et de l'impunité de ceux qui attaquent les arabo-musulmans que les clivages sont en train de s'enflammer, qui sont en train de s'alourdir. On va avoir beaucoup de mal pour pouvoir réapaiser tout cela en fait. Beaucoup de mal. Il y a une question par ici. J'ai commencé le livre hier. Il faut l'approcher de votre... Oui, j'ai commencé le livre hier. Je suis déjà en plein dedans, accrochée à connaître la suite. Et je pense qu'avec tous les commentaires, il y a déjà réponse à beaucoup de choses. Je ne suis pas encore arrivée à l'histoire de la Mecque. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce qui se passe avec la Mecque. Alors, Pascal, je vais vraiment m'énerver contre lui parce qu'il a spoilé le livre. Il faut que vous le finissiez. Oui, bien sûr. Il faut que vous le finissiez, donc oui, c'est pas... On a eu le livre hier. Je vais vous demander, oubliez ce moment parce qu'il est important dans le livre. Il faut l'oublier. Lisez-le jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Et vous allez le découvrir parce qu'on n'était pas supposé en parler. Ça nous a... accroché, hein. Il y a eu des fuites. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Une question au fond. Mais merci beaucoup pour le commentaire. De l'autre côté, mademoiselle. Là-bas. Ou là, comme vous voulez. Oh, pardon. C'est moi. Je voudrais expliciter un peu l'état du monde avec tous les conflits et les hostilités internationales ou nationales qui existent. Et je voudrais faire remarquer ce qu'a dit un penseur, qu'une troisième guerre mondiale serait bénéfique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, les guerres mondiales finissent toujours par des réunions de toutes ces puissances. Alors, un conseil d'administration va être établi et ils vont parler et définir un nouvel état du monde. Et peut-être tous ces conflits connaîtront un apaisement et toute cette humanité reviendra à son état originel. Merci. Alors, vous avez raison, en fait. L'idée de crever l'abcès une fois pour toutes pour pouvoir recommencer à zéro est une idée. Maintenant, ce que vous avez dit aussi, le conseil d'administration, moi ce qui m'inquiète, c'est que c'est ceux qui ont le plus de part dans le conseil qui dictent leurs lois. Et que malheureusement, au regard du monde, nous n'avons que très peu d'action dans ce monde-là. Donc une fois de plus, on risque aussi de devoir subir les règles qu'on nous imposera. Mais vous avez raison. Il y a une... Pardon. Le micro est déjà derrière. Merci Amine pour votre présentation. Je n'ai pas lu le livre, mais ça m'a donné envie de le lire. Ce n'est pas une question, plutôt une appréciation. J'ai apprécié ce que vous avez dit sur la laïcité et de manière générale sur la culture. En ce moment, je réfléchis beaucoup sur ce thème de l'acculturation et de la transmission. Qu'est-ce qui fait qu'on transmet ou pas et qu'on devient acculturé, comme je l'ai été en étant à l'école française, en faisant partie des gens qui disent « Ah, j'aime pas l'arabe ». D'où ça vient, ça? Et donc, j'ai beaucoup aimé, parce que finalement, la laïcité, très bien, la laïcité, c'est la France, mais ce n'est même pas, par exemple, les États-Unis.
Moi, quand j'ai passé une année scolaire aux États-Unis, on priait avant, enfin la famille priait avant chaque repas. Donc finalement, on a pris des choses du colonisateur qui ne sont pas dans notre culture, mais qu'on a absorbées, et la laïcité en fait partie. Donc merci d'avoir brossé ce tableau et de mettre ce sujet sur le devant de la scène. Je vous en remercie. Nous avons une question devant. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour votre modération, parce que vous m'avez rendu un peu curieuse. Et pourtant, je ne suis pas payé. Hein. Voilà. Il a bien bossé, alors c'est bien. L'exorcisme, on a compris pourquoi, mais pourquoi République? Une autre question, si vous devez traduire l'exorciste, parce que quand on est francisant de formation, on peut comprendre. Mais il y a des arabophones qui peuvent comprendre autre chose. Si vous devez traduire le mot... Vous savez, vous touchez du doigt quelque chose qui m'est vraiment très à cœur. Quand on écrit en français au Maroc, on sait qu'on a un lectorat francophone qui est tout petit par rapport au lectorat arabophone. Et à un moment, on se dit à quel moment le ministère de la Culture ou les éditeurs vont pouvoir porter les ouvrages francophones en arabe et vice-versa, les ouvrages arabophones en français. Moi, j'ai eu la malchance, j'ai vécu 30 ans de ma vie à l'étranger, quand j'étais petit, pour plusieurs raisons. Et j'ai eu c'est un de mes gros handicaps dans la vie, c'est de ne pas être très arabisant. Je sais lire, je sais écrire, mais très moyennement. Je serais incapable de vous répondre à votre question. En darija peut-être, mais en arabe classique, je ne sais pas comment le traduire. Mais vous... En darija? Ouais. Alors c'est pas un chouef, c'est un frère, oui, voilà. Un frère. Un marabout chez nos amis africains. Peut-être que les marabouts peuvent... je ne sais pas. Mais enfin, je maîtrise le français, donc Vous avez vécu 30 ans en France? Non, pas en France. Ailleurs. En Afrique. Mais nous, on a vécu au Maroc en ayant un esprit étranger. Parfois, on est déconnecté par rapport à la réalité. C'est pour ça que je vous pose cette question. Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance de vivre 7-8 ans en Afrique, en Éthiopie, au Gabon. Et puis un peu plus au nord, dans les pays européens, et ça m'a donné beaucoup de recul sur le prisme qu'on peut avoir en étant ici, on est au milieu, sur le prisme du monde, de savoir finalement comment opère ce monde. Je pense que c'est une grande richesse que d'avoir eu cette chance. Je pense que le concept d'exorcisme est très chrétien, sur le fond, puisque c'est un rapport au diable, donc avec un certain nombre de gens qui sont capables de sortir ce diable. Donc c'est très compliqué à traduire, je pense. Oui, mais un marabout n'est pas ça. Bon, j'ai retrouvé au Japon la même chose. Au Japon, qui sont supposés être complètement laïcs, ont un monstre dans leur mythologie qui s'apparente à être le diable. Donc chaque pays, même au-delà des religions, ont leur propre diable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être la dernière. Ça. Alors je vous remercie pour votre ouvrage, mais j'ai une question de forme. Vous étiez élu à l'école de votre formation et ça a été inscrit Mohamed Amin Jam'i. Et c'est pas inscrit dans le livre comme ça. Ah, justement. Ma question est pourquoi n'a pas été écrite sur le livre Mohamed Amin Jam'i. Et merci. Écoutez, traditionnellement, alors moi c'est très tard que j'ai appris, quand j'ai commencé à lire, que j'ai appris que j'avais ce prénom en plus. Je l'ai à partir de 5-6 ans, quand je devais écrire mon nom, ça a toujours été Amin Jam'i. Et plus tard, quand j'ai commencé à devoir faire des papiers administratifs,
Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un nom en plus. C'est pas une question de dénigrer, mais moi je préfère. En fait, le nom de notre prophète est un nom que je respecte énormément. J'ai vécu les 7 premières années avec le prénom d'Amin. Je suis déjà, j'allais dire, assez déséquilibré pour ne pas rajouter dans mon déséquilibre un prénom que j'hérite 7 ans après. Non, je plaisante. D'autres questions? Non? Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci. Dans les bonnes librairies, ici.